Blancs traitent des Noirs, hein, ok? De Rosa, les gars, plus belle Uri. De toute façon, on parle aussi des anges à un moment donné, mais on va y arriver. Page 44. La chasse aux Noirs connut une bonne progression au pied du Djebel Mara, massif montagneux du Darfour. De là partaient les caravanes, conduisant les esclaves vers l'est pour arriver au marché de Bara et Sénar, d'où ils gagnaient sur la mer Rouge le port de Massawa, côte d'Érythrée, hein. Pour toutes les Érythréennes qui viennent nous expliquer que l'Afrique de l'Est n'a jamais été esclavagisée ou même subi l'influence de l'islam, hein. D'accord? Regardez, hein. Massawa. Donc Massawa, il y a W à la place de OU aujourd'hui. Côte d'Érythrée. Ou celui de Swakim, côte du Soudan sur la mer Rouge. Les gens d'Abyssinie n'étaient pas moins exposés aux activités des négriers musulmans. En effet, les Noirs du pays de Gala, au sud de l'Abyssinie, étaient conduits vers les ports de Zeila, Djibouti, et celui de Massawa. Dans la région du Tchad, les Noirs du pays Kanem, conduits par des négriers musulmans, étaient acheminés via le Darfour jusqu'au marché d'esclaves sur les rives du Nil, Bara et Sénar. De là, ils pouvaient être conduits soit vers Aswan, par le Nil, pour atteindre le Caire, soit vers les ports de la mer Rouge. On remarquera que le réseau de pistes qui partaient du Darfour, aussi bien que du pays de Gala et du pays Kanem, menait vers les comptoirs de la mer Rouge, d'où les boutres arabes levaient l'ancre pour Aden, donc Aden c'est du côté de l'Inde, hein, ou de Jeddah, le port, la Mecque et de Médine, qui pendant des siècles furent des grands marchés d'esclaves. Et cela, dès les premiers temps de l'islam, ok? Des noirs anges utilisés pour la fabrication de nuques étaient acheminés vers les ports de Berbera, proches du comptoir musulman de Zaïla. Ils étaient embarqués et expédiés vers Aden ou vers les marchés du golfe Persique. Donc tout ça là, en fait, hein, tu sais, nous, on a tendance à penser que c'était uniquement les gars du Maghreb qui ont participé, mais en fait, c'est tout un réseau. Les Maghrébins, bien évidemment, donc les caravanes qui partaient depuis le Maroc, hein, pour ceux qui se souviennent du live qu'on a fait, les caravanes, en fait, elles partaient depuis le Maroc. Elles traversaient tout le Maghreb. Il y a certaines qui passaient du coup par le Soudan, bien qui partaient de là, qui allaient du côté de l'Érythrée, de Djibouti, du côté aussi de la Somalie, probablement, parce qu'il me semble que Berbera, c'est en Somalie, hein, si je dis pas de bêtises, hein, ok? Tout ça pour être récupéré, aller vers le golfe Persique et donc l'Iran. Donc les gars là étaient de connivence. Les sunnites et les chiites là étaient de connivence. Est-ce que vous avez suivi le raisonnement? Tout le réseau là, hein, c'est les gars qui sont là-bas et les gars qui sont en train de squatter le continent. C'est eux. Merci Melakou. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est normal, hein, c'est clairement... c'était tout un réseau, clairement. Et ouais, je connais des amis. Et ouais. Donc vraiment, tapoter, partager. Et je continue. Donc les Arabes, en fait ce sont des Perses en fait, en réalité. Donc les Arabo-musulmans se mélangèrent avec des femmes du pays, diffusèrent la religion musulmane en même temps que leur culture. Ces étonnants métissages avec des langues et cultures locales tentées d'accent indien devaient engendrer une civilisation dite Swahili. Cette culture est presque commune à tous les peuples de la côte de l'Afrique de l'Est. Le terme Swahili, cette culture est presque commune à tous les peuples de la côte de l'Afrique de l'Est. Le terme viendrait du pluriel du mot arabe, Sahel, qui signifie côte ou frontière. Ces peuples viennent d'horizons différentes mais présentent les mêmes caractéristiques, à savoir une population d'origine africaine, bantou avec des apports arabes, perses, avec des apports arabes, indiens et perses de Shiraz.
Tous les habitants des villes étaient des villes, hein, États côtières de Mombasa, de Ched, de Guédé, de Malindi ou des archipels de Zanzibar, des Comores, des Kilwa ou des Lanou forment aujourd'hui une unité de culture swahili, prospère et renommée, vivant du commerce de marchandises africaines, oui, destinées aux marchés orientaux. Donc là, on vous dit clairement sur le trafic négrier, quoi. Donc, ils parlent une langue voisine et partagent un certain nombre de valeurs propres. La culture swahili est avant tout une culture urbaine, africaine et musulmane depuis l'islamisation. Oui, on vous dit depuis l'islamisation. Je continue. Après avoir vécu relativement, entre guillemets, en paix, sans être dérangé, différentes activités. Alors là, on vous dit, par exemple, les premiers colons arabos de la région passèrent sous domination portugaise. Au début du XVIe siècle, en 1503, Zanzibar devient peu à peu le principal entrepôt commercial de l'Afrique orientale. C'est par Zanzibar qu'on accédait à la région de Haut-Nil et des liens étroits rattachaient les petits États de l'Afrique orientale au grand marché de Zanzibar. L'occupation portugaise ne dure pas longtemps. À la fin du XVIIe siècle, au terme de nombreuses luttes, les Portugais ont été chassés. Oui, ont été chassés. Donc, c'est ainsi qu'à partir de 1698, le sultan d'Oman gouvernait Zanzibar depuis sa capitale Muscat par des princes de la famille des Saïd. Ils établirent un souverain sur le littoral de la mer Rouge jusqu'aux possessions portugaises du Mozambique, ainsi que sur tous les pays compris entre la côte et les grands lacs. C'est pourquoi le nom de Zanzibar s'appliquait indistinctement à la côte, à l'île et à sa capitale. Quand on joue de la flûte à Zanzibar, disait un proverbe arabe, toute l'Afrique des lacs se met à danser. Pour consolider sa mainmise sur la région, le sultan fait construire un fort à Zanzibar, sur le site de l'église portugaise vers 1710. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est clairement que... c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un... Comment je pourrais dire ça, c'est vraiment une invasion, clairement, des populations qu'on appelle le bassin... c'est une dinguerie, quoi. Alors, on voit les documents sur Telegram après. Ouais. Ah ouais, y a pas de souci. Mais c'est un truc de fou, hein, parce que il y a un passage que je voulais vraiment vous lire, c'était laquelle, là, attendez. C'était voilà. Dans son traité de l'origine des nègres d'Afrique, morceau de Charbonneau, explorateur de Sénégal de 1674 à 1677, décrit avec force, détaille les entreprises des Marocains de la secte de Toubena. En fait, au sein même de la religion musulmane est née la secte des assassins. Cette nébuleuse criminelle a vu le jour en 1060 en Perse, à l'initiative de Hassan ibn al-Sabah. Les croisés disaient d'eux qu'ils étaient drogués au hashish, mot arabe, d'où provient le mot assassin. Ouais, vous saviez le mot assassin? Ouais, bah maintenant vous savez. Oui, donc le mot arabe, donc d'où provient le mot assassin. Les activistes de cette secte ont d'abord opéré en Perse, en Turquie, puis en Occident, avant de gagner l'Afrique du Nord en infiltrant des mouvements comme celui des Toubena. Voilà. Donc écoutez la famille. Donc c'est bon, c'est fou de Dieu, c'était autoproclamé bon musulman et partir à l'assaut des villages sénégalais dont il qualifiait les habitants de mauvais musulmans. Ces négriers lancés dans le djihad contre ceux qu'ils n'appelaient des relâchés que pour en faire des proies idéales,
accusaient leurs futures victimes de professeurs islam en tout en buvant du vin, etc. Leurs femmes ne se voilaient ni la figure ni les seins. Leurs hommes dansaient de manière impudique au sein des tam-tams. Donc voilà. Donc, franchement, je ne sais pas si vous avez compris. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est un truc de fou. Donc les fameux envahisseurs qui vont arriver là du côté de l'Afrique de l'Est, bon, c'est vrai que pour nous, on ne fait pas de différence avec les Arabes et tout, mais ce sont des musulmans chiites. Et on a vu que les chiites, ce sont des Iraniens, là, ce sont des Perses. Donc ce sont des Perses qui vont envahir les petites îles comme les îles Comores, oui, les îles Comores, ouais, tout ça là, et une partie aussi de Madagascar. Donc voilà. Après, je ne sais pas, mais est-ce que même est-ce que les Comoriens ils savent déjà ça? C'est la question que je me pose. Est-ce que les Comoriens ils savent? Ils sont trop bêtes, je vois. Non, mais en fait, je suis mort de rire quand même, parce que, encore une fois, hein, ils sont sunnites, alors qu'ils sont censés avoir été colonisés, mais par des chiites. Et c'est eux qui vont te défendre ça bien comme il faut. Donc eux-mêmes, hein, ça prouve qu'ils ne connaissent même pas leur histoire. Regarde-moi les imbéciles là un peu, hein, pour certains d'entre eux. Ils ne C'est le ça. savent pas, Zénon. Faut pas leur en vouloir, ils ne le savent pas. C'est Mais ça. parce qu'ils cherchent pas. Parce qu'ils cherchent pas déjà pour commencer. Parce que comment tu expliques, hein? Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, hein, parce qu'ils ont tendance à penser que c'est peut-être des Saoudiens, des Omanais, des Sunnites en fait, alors que non, ce sont les chiites. Mais comment ça se fait que vous partagez pas exactement les mêmes pratiques? Ah, d'accord. Mais c'est parce qu'ils savent pas, ils sont trop bêtes. Il faut dire les choses. Bah déjà, ils Parce que savent. sinon, ils seraient pas sunnites. Et successivement, il faut savoir que les chiites, les sunnites et toute la clique ont été là-bas en fait. Hein. Donc c'est un grand mixage. Voilà. Donc il y a aussi ça hein, qu'il faut prendre en compte. Hein. Mais la base, le départ, c'est bien les chiites. Oui, oui. La plupart des musulmans et musulmanes ne le savent même pas d'ailleurs. Hein. Exactement la première. Alors là, je continue. Écoutez bien la suite. Ah, je vous dis tapoter, hein, parce que moi, les Iraniens, franchement, ça me fait rigoler. C'est vraiment, c'est pour vous montrer vraiment que les Africains là beaucoup. Il y a un manque d'histoire. Donc là, on vous dit par exemple. Donc en outre, si le marché des esclaves de Zanzibar avait été réellement entre guillemets fermé, comment expliquer que Livingstone ait encore pu écrire ceci en date du 2 mars 1866, près de 20 ans après le grand pacte de l'abolition de la traite de 1848, avons visité aujourd'hui le marché le marché aux esclaves. 300 individus à peu près étaient en vente. Le plus grand nombre venant du Tchiré et du Nyassa. Excepté les enfants, tous semblaient honteux de leur position. Les dents sont regardées, la draperie relevée pour examiner les jambes, puis on jette un bâton pour quand le rapportant l'esclave montre ses allures. Il en est qu'on traîne au milieu de la foule en criant sans cesse le prix qu'on en désire. La plupart des acheteurs, écoutez bien, hein, la plupart des acheteurs étaient des Arabes et des quoi? Des Perses. Voilà. Je répète, hein, la plupart des acheteurs étaient des Arabes et des Perses. David Livingstone s'attrista des conditions de vie dans l'île. Personne ne bénéficie ici d'un bon état de santé. La puanteur des entrepôts d'ordures sur la plage est horrible. On devrait l'appeler Strindkibar et non Zanzibar.
Cet homme qui avait beaucoup voyagé, vu et décrit tellement d'horreurs fut pourtant scandalisé par ce qu'il trouva à Zanzibar. Les mauvaises conditions d'hygiène favorisaient les épidémies de dysenterie, de malaria, de choléra, de petits vérole, etc. Celles de 1858 et de 1869 à 1870 tuèrent un sixième de la population de la ville et plus de 35 000 personnes dans l'île. Ouais. Quant à Stanley, qui fit aussi un tour à Zanzibar, donc là je vous rappelle que on a l'époque où, si vous voulez, les Britanniques viennent jouer comment on dirait ça, les gendarmes, vous voyez. En gros, ils viennent en mode c'est eux les abolitionnistes, les droits de l'homme, vous voyez, toutes ces conneries là. Donc voilà, là vous avez un gars qui s'appelle Livingstone, hein. Donc Stanley, donc c'est lui qui va venir un coup du côté de Zanzibar et tout. Et voilà, et donc lui il va décrire en fait, si vous voulez, la situation, comment étaient traités les Africains, là, les esclaves quoi. Et on vous dit que les acheteurs étaient des Arabes et des Perses. À 90% c'était des Perses en fait, voyez-vous. Et ça c'est pas moi qui le dis, hein. Attendez, je répète. Il en est que quand on traîne au milieu de la foule en criant sans cesse le prix qu'on en désire. La plupart des acheteurs étaient des Arabes et des Perses. Voilà. Ainsi, avec la complicité positive, voilà, avec la complicité passive des Anglais, les Arabes de Zanzibar continuaient d'envoyer leurs chasseurs d'hommes. Vous avez bien entendu, leurs chasseurs d'hommes, arabes, perses, jusque dans les coins les plus reculés du continent. De véritables armées de prédateurs se mettaient en campagne au cours d'expéditions qui duraient 1 an, quelquefois 2. Elles traversaient toute l'Afrique, traînant après elles des milliers de captifs vers la côte, sous le regard des témoins européens vivant à Zanzibar. Vous voyez ? Alors la date c'est... Là on est en 1870 là. 1876. Ouais, ok, non, ça tombe, ben, c'est bien, pourquoi? Parce que de toute façon, on a montré le réseau qu'il y avait entre le Maghreb et la Perse, au vu de ce qu'on a montré tout à l'heure. Et là, on te parle aussi de complicité avec les Anglais. Ben, c'est la même chose aussi avec les Ottomans. Et c'est là où tu vois que les uns sont liés avec l'autre. Donc ça montre le concordat qu'il y a eu entre les Européens, entre le Maghreb et entre les Perses pour pouvoir vendre l'Afrique, les Africains. Voilà. Exactement. Donc, petite pensée, hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du côté de la Caraïbe qui viennent nous sortir que l'Algérie ou bien que les gens du Maghreb, c'est leurs frères. Tout le réseau là, les Maghrébins ont participé, que vous le vouliez ou non. De toute façon, les Almoravides n'ont jamais été amis des Africains. Voilà. Donc vous avez vu tout ça là, tout ce réseau là, ils en ont fait partie. Je dis ça, je dis rien, hein. Ouais. C'est préciser que au jour d'aujourd'hui, tout ça continue. Leur stratégie n'est pas différente de l'histoire que nous vous racontons et qui s'est réellement passée, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en coalition contre nous, Africains, Africaines, Caraïbéens, Caraïbéennes, d'accord, c'est-à-dire contre les mélanodermes du monde entier. Alors qu'il faut quand même préciser qu'à la base, nous sommes là depuis des millénaires. C'est même pas des millions d'années, des millénaires. Et nous avons civilisé cette terre, en fait. Elle n'appartient à personne. Mais nous, à partir du moment où nous avons diffusé des connaissances de la véritable science, le respect de la nature, parce que nous sommes en symbiose avec la nature, nous respectons la vie et la nature dont nous faisons partie et que ces peuples n'ont jamais respecté, ont insulté
bafoué la vie, d'accord, sous toutes ses formes, ont absolument tout exploité. Et dernière chose, c'est que les ressources naturelles de cette terre, eh bien, figurez-vous que la terre elle-même en a besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Et nous qui vivons sur cette terre, nous devons absolument arrêter ce massacre. Est-ce que je suis bien claire? Voilà, moi, je suis en train de me radicaliser, pur et dur. Je vais être impitoyable et sans aucune pitié avec ces peuples barbares. Merci. Merci, ma pote.